S'il vous plaît, aidez-moi. Ils font du mal à ma grand-mère. La petite fille, âgée d'accent grave peine 8 ans, accourut entre les voitures garées, les larmes ruisselant sur son visage taché de terre, se dirigeant droit vers le groupe d'hommes travaillant devant le petit garage. La matinée avait commencé comme toutes les autres dans le modeste atelier de réparation d'Elm Street. Le café coulait au bureau, une vieille radio diffusait du rock classique, et les 4 hommes étaient déjà plongés dans leur travail. Debout depuis l'aube, déterminés à prouver que leur petite entreprise pouvait prospérer malgré les murmures et les regards en coin de voisins qui n'arrivaient pas à oublier leur passé. Carlos cessa de s'essuyer les mains et regarda ses associés. À 34 ans, il n'était sorti de prison que depuis 6 mois et n'aurait jamais imaginé qu'une simple journée de travail honnête se transformerait en une situation qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il avait appris sur les secondes chances. Ses yeux sombres, burinés par des années de choix difficiles et de conséquences plus cruelles, se fixèrent immédiatement sur l'enfant avec l'intensité de quelqu'un qui avait vu trop de souffrance. « Doucement, ma chérie », dit-il doucement en s'accroupissant à la hauteur de l'enfant. « Que se passe-t-il » ? « 3 hommes ont cambriolé la maison de ma grand-mère, » sanglota la fillette en désignant une modeste maison de l'autre côté de la rue. « Ils disent qu'elle leur doit beaucoup d'argent et qu'ils cassent tout. Ils ont des bâtons et ils sont tellement méchants. » Miguel, Roberto et John émergèrent de sous les capots des voitures sur lesquelles ils travaillaient, leur visage passant aussitôt de la curiosité à l'inquiétude. Miguel, 41 ans, était le plus âgé du groupe, un ancien membre de gang qui avait trouvé la paix en prison grâce au conseil d'un aumônier. Roberto, 29 ans, avait purgé une peine pour vol à main armée, mais s'était découvert un talent pour la mécanique lors de son programme de réhabilitation. John, 33 ans, avait été le stratège officieux du groupe pendant leur incarcération, sa vivacité d'esprit les aidant à s'y retrouver dans la politique carcérale et dans les défis commerciaux désormais légitimes. Tous anciens détenus, ils s'étaient rencontrés au pénitencier d'État de Millfield et avaient décidé de reconstruire leur vie ensemble après avoir purgé leur peine. Le quartier les regardait toujours avec suspicion. Chuchotements et regards en coin étaient constants, malgré leurs efforts constants pour prouver qu'ils avaient changé. Les parents serraient leurs enfants contre eux lorsqu'ils passaient, les commerçants les surveillaient attentivement, et les patrouilles de police semblaient se multiplier dès qu'ils étaient visibles. « Où sont tes parents, mon chéri ?» demanda Miguel, l'aîné du groupe, essayant d'évaluer la situation tout en s'essuyant les mains avec un chiffon rouge. « Mon père est mort quand j'étais petite, et ma mère travaille à l'hôpital du centre-ville. Elle ne rentrera pas avant ce soir, » s'écria la fillette, sa petite voix brisée par la peur. « On est juste grand-mère Clara et moi pendant la journée. Elle a toujours été gentille avec tout le monde, nourri les chiens errants, aidé ceux qui en avaient besoin. Elle me donne des biscuits et me lit des histoires. » Le bruit du verre brisé résonna dans la maison d'en face, suivi des cris étouffés d'une femme âgée et des voix masculines rauques et exigeantes. La situation s'envenimait rapidement, et la terreur de la petite fille s'intensifiait à chaque choc. Carlos regarda ses amis, conscient du dilemme auquel ils étaient confrontés. Toute implication de leur part dans une telle situation serait automatiquement interprétée négativement par les voisins et la police. D'anciens détenus à proximité d'un incident violent, la conclusion serait évidente pour tous. Leurs agents de probation les avaient mis en garde à plusieurs reprises. Évitez les ennuis, ne vous mêlez pas des problèmes des autres et concentrez-vous uniquement sur votre propre reconstruction. Si on fait quelque chose, ils nous en voudront, murmura Roberto, jetant un coup d'œil nerveux au nombre croissant de voisins qui observaient par leurs fenêtres. Tu sais déjà ce qu'ils pensent de nous. Et si on ne fait rien ? Répondit Carlos, observant la maison où les cris s'intensifiaient et voyant la terreur absolue dans les yeux de l'enfant. La fillette tira sur la chemise de travail tachée de graisse de Carlos de ses petites mains tremblantes. Vous êtes les seuls hommes adultes dans le coin. S'il vous plaît, ma grand-mère est tout ce que j'ai au monde. Elle prend soin de moi, veille à ce que je mange, m'aide à faire mes devoirs. S'il lui arrive quelque chose, je ne sais pas ce que je ferai. C'est à ce moment-là que quelque chose changea dans le regard de Carlos. Durant ses 8 années de prison, il s'était promis que s'il avait un jour l'occasion d'être différent de ce que les gens attendaient, il ne la laisserait pas passer. Il avait vu trop d'hommes quitter la prison pour y revenir parce qu'ils n'avaient jamais appris la différence entre être craint et être respecté. Debout, face aux supplications désespérées d'un enfant sans défense, Carlos resta ferme, comme quelqu'un qui avait enfin trouvé le moment idéal pour prouver que certaines personnes peuvent vraiment changer, même lorsque le monde entier attend de les juger pour leur passé. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que cette décision allait déclencher une série d'événements qui changeraient à jamais la vision de leur communauté sur la rédemption et les secondes chances. Si vous appréciez cette histoire de courage et de transformation, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir comment un moment de choix s'est transformé en une puissante leçon sur la nature humaine. On ne peut pas rester planté là, dit Carlos, la voix lourde comme celle d'un homme qui avait connu trop de violence. Le bruit d'un autre fracas de l'autre côté de la rue décida pour lui. John, appelle les secours.
Miguel, toi et Roberto, venez avec moi. Alors qu'ils traversaient la rue, Madame Peterson, qui habitait la maison d'angle, sortit sur son porche, le visage crispé par la suspicion. « Que font ces criminels maintenant » cria-t-elle à son voisin, assez fort pour que tout le monde l'entende. « Ils travaillent probablement avec celui qui est là-dedans. » Les mots frappèrent Carlos comme un coup de poing, mais il continua son chemin. Par la fenêtre brisée, il pouvait voir 3 hommes en costume coûteux saccager le petit salon. L'un d'eux, un homme grand avec des dents en or, hurlait après une vieille femme recroquevillée dans un coin. « Où est le reste, vieille dame? On sait que votre fils décédé nous devait 50 000 $, pas seulement les 20 qu'on a trouvés. » Grand-mère Clara, probablement septuagénaire, essayait de se protéger avec une chaise en bois. « Je t'ai tout donné. C'était toutes mes économies. » Carlos reconnut immédiatement ce genre de personnes. Des usuriers, ceux qui s'en prenaient aux familles désespérées et qui ne laissaient jamais leur dette s'éteindre, même lorsque le débiteur était déjà dans la tombe. Il en avait croisé beaucoup durant ces années les plus sombres, avant que la prison ne lui apprenne qu'il existait d'autres façons de vivre. « Écoute, on ne peut pas entrer là-dedans, » murmura Roberto d'un ton pressant. « Tu sais ce qui se passera si les flics débarquent et nous trouvent à l'intérieur? On sera de retour en combinaison orange à la tombée de la nuit. » Mais Carlos se souvenait d'autre chose. Sa propre mère, seule et vulnérable après la mort de son père, harcelée par des agents de recouvrement qui refusaient d'accepter qu'un homme mort ne puisse pas payer. Il était trop jeune et stupide à l'époque pour l'aider comme il se doit. Au lieu de cela, il avait choisi la violence, ce qui l'avait conduit à 8 ans derrière les barreaux et à la mort de sa mère, seul, pendant qu'il était enfermé. L'homme aux dents en or attrapa Clara par le bras, sa voix devenant menaçante. « Peut-être devrions-nous envoyer un message aux autres familles sur ce qui arrive quand les dettes ne sont pas payées. » C'est alors que Carlos vit la scène. Une batte de baseball dans l'autre main, et la petite fille de Clara qui regardait à travers la fenêtre brisée, ses petites mains pressées contre la vitre, terrorisée. « J'entre, » dit Carlos doucement. « Tu n'es pas obligé de venir avec moi, mais je ne vais pas m'en aller. » Miguel le saisit par le bras. « Carlos, réfléchis à ce que tu dis. On a trop travaillé pour reconstruire nos vies. Une seule erreur et on perd tout. » Mais en regardant le visage terrifié de la petite fille, puis ses amis devenus ses frères grâce à leur lutte et leur rédemption partagée, Carlos réalisa une chose profonde. À quoi bon une seconde chance si on ne l'utilise pas pour devenir la personne qu'on aurait dû être depuis le début? La question n'était pas de savoir s'il pouvait se permettre de s'impliquer, mais plutôt de savoir s'il pouvait se permettre de ne pas le faire, sachant que parfois le plus dangereux n'est pas de risquer son avenir, mais de découvrir qu'on n'a jamais vraiment changé. « Attends, » dit Miguel en saisissant l'épaule de Carlos, tandis que le bruit des sirènes se rapprochait. « Si on fait ça, on le fait intelligemment, pas bêtement comme avant. On ne peut pas se permettre de revenir à nos vieilles habitudes. » John émergea de derrière leur garage, son téléphone à la main, le souffle court. « Les flics sont à 5 minutes, mais j'ai entendu autre chose au scanner. Ce ne sont pas que des usuriers. Ils sont liés à la famille Torino. C'est du crime organisé, Carlos. Vincent Torino lui-même pourrait être là. » Ce nom leur fit froid dans le dos. Durant leur séjour à Millfield, ils avaient entendu des histoires sur la bande de Vincent Torino. Ils ne se contentaient pas de recouvrer des dettes. Ils commettaient des actes brutaux qui réduisaient au silence des quartiers entiers. 3 familles avaient disparu ces 2 dernières années après avoir déjoué l'organisation de Vincent. Le FBI le traquait depuis plus de 10 ans, mais les témoins disparaissaient sans cesse et les preuves semblaient toujours disparaître. Mais tandis que Carlos observait par la vitre brisée l'homme aux dents en or brandir sa batte de baseball vers la silhouette tremblante de Clara, un déclic se produisit dans son esprit. Durant ses années au pénitencier de Millfield, il avait partagé le bloc cellulaire des 7 avec Tommy The Wire Rodriguez, un ancien expert en électronique qui purgeait 15 ans de prison pour cyberfraude. Tommy lui avait appris des choses absentes des programmes de réinsertion en prison. Comment les criminels communiquaient, comment ils coordonnaient leurs opérations et surtout, comment leur excès de confiance pouvait se retourner contre eux. « Roberto, tu as encore ce vieux matériel radio dans ton camion ?» demanda Carlos à voix basse, l'esprit déjà en train d'élaborer un plan alliant renseignements de rue et sagesse carcérale durement acquise. « Oui, la radio CB et le scanner. Mais pourquoi aurions-nous besoin d'eux ?» commença Roberto, puis s'interrompit, la compréhension naissant dans ses yeux. « Parce que Tommy m'a appris que des types comme Vincent utilisent toujours les mêmes modes de communication. Même fréquence, même protocole, à chaque fois. 460,550 MHz pour la coordination, 462,725 MHz pour les guetteurs, » expliqua Carlos, sa voix prenant le ton stratégique qui avait fait de lui une figure respectée, même parmi les détenus endurcis. « On ne peut pas les combattre par la violence. Cela ferait de nous exactement ce que tout le monde attend de nous. Mais on peut utiliser leur propre arrogance contre eux. » À l'intérieur de la maison,
La situation se détériorait rapidement. L'homme aux dents en or, qui s'était présenté à Clara comme « Monsieur Vincent » avec une fausse formalité, était de plus en plus frustré, ses recherches méthodiques dans la modeste demeure ne rapportant rien d'autre que les maigres économies de Clara. Ses deux associés, vêtus de costumes coûteux qui semblaient dépareillés dans ce quartier modeste, détruisaient systématiquement meubles et affaires avec la cruauté désinvolte d'hommes qui avaient déjà fait cela à maintes reprises. Refouillez chaque pièce, et je dis bien tout, aboya Vincent, son accent new-yorkais empreint d'irritation. Arrache le parquet s'il le faut. La vieille sorcière ment à propos de l'argent. Danny Rodriguez nous a dit qu'il avait une assurance, des placements, quelque chose de 50 000 $ cachés quelque part. Ce que Vincent ignorait, et ce qui finirait par le mener à sa perte, c'est que Feu le fils de Clara, Danny, avait été bien plus intelligent qu'il ne le pensait. Avant son overdose suspecte 6 mois plus tôt, Danny avait rassemblé des preuves contre toute l'opération de Vincent, non seulement pour se protéger, mais aussi parce qu'il prévoyait de témoigner auprès de l'État et de bénéficier du régime de protection des témoins avec sa famille. Les dossiers détaillés, les photos, les conversations enregistrées et les documents financiers étaient cachés dans le coffre-fort 247 de la First National Bank, et la clé était cousue dans la courte pointe préférée de Clara, la même qu'elle serrait contre elle pendant que Vincent la terrorisait. Miguel se positionna rapidement près du camion de Roberto, ajustant l'équipement radio avec la précision de quelqu'un qui avait appris la réparation électronique lors de son propre programme de réhabilitation. Carlos et Roberto se dirigèrent vers l'arrière de la maison, utilisant des signaux manuels qu'ils avaient développés pendant leurs années de prison, où la communication devait être silencieuse et efficace. Les sirènes de police se rapprochaient, mais pas suffisamment. À travers la vitre brisée, ils voyaient la patience de Vincent s'épuiser, ses tactiques d'intimidation systématique ne produisant pas les résultats escomptés. Son visage était rouge de colère, et ses mouvements devenaient plus erratiques et dangereux. « Tu sais quoi, grand-mère ? On devrait peut-être attendre que ta petite fille rentre de l'école, » dit Vincent d'un ton menaçant et calculé, en vérifiant sa précieuse Rolex. Les enfants sont bien plus coopératifs que les vieilles dames têtues. Et ils ont des doigts si délicats, parfaits pour donner des leçons de loyauté familiale. Le visage de Clara devint blanc de terreur. Elle n'a que 8 ans. Elle ne connaît rien aux affaires de Danny. Exactement. C'est bien plus facile de motiver quelqu'un quand il ne comprend pas pourquoi on le blesse, répondit Vincent avec le détachement froid d'un homme qui avait transgressé les règles morales tant de fois qu'il ne pouvait plus les voir. C'est alors que Carlos comprit qu'il ne s'agissait plus seulement de recouvrer une dette, mais d'éliminer les témoins et d'envoyer un message à quiconque pourrait s'en prendre à la famille Torino. Vincent n'avait aucune intention de laisser Clara ou Anna en vie, qu'ils trouvent ou non l'argent. C'était une exécution déguisée en visite de recouvrement. Ses mains se dirigèrent vers la porte de derrière, testant discrètement la vieille serrure. 8 années passées à Millfield lui avaient appris que parfois, la meilleure façon d'aider quelqu'un n'était pas de foncer comme un héros et de risquer d'empirer les choses, mais d'être assez intelligent pour retourner les armes et les tactiques des prédateurs contre eux. La violence ne ferait que confirmer les pires suppositions du quartier concernant les anciens détenus, mais la stratégie et le renseignement pouvaient sauver des vies tout en préservant ce qu'ils avaient œuvré à reconstruire. Roberto chuchota dans son oreillette, la voix tendue par une urgence maîtrisée. Carlos, Miguel a intercepté leur fréquence. Ils ont un guetteur posté 2 pâtés de maison au nord, rue Maple, et une autre équipe arrive en renfort depuis leur entrepôt d'Industrial Boulevard. Nous ne sommes pas face à 3 hommes. Nous entrons dans une opération coordonnée avec au moins 8 participants. John apparut à l'épaule de Carlos, après avoir fait le tour de la zone. J'ai vu le véhicule du guetteur, un Escalade noir aux vitres teintées. L'équipe de renfort sera là dans moins de 10 minutes si nous ne perturbons pas leur communication. Mais tandis que Carlos entendait la grand-mère de la petite Anna gémir de peur et voyait le visage déterminé de Miguel à travers le reflet de la fenêtre ajuster les fréquences radio, il réalisa quelque chose qui allait tout changer dans leur approche. Parfois, le plus dangereux chez les ex-détenus n'est pas leur passé criminel ou leur capacité à la violence, mais ce qu'ils ont appris sur la justice, la stratégie et l'application des règles du système, alors que tout le monde pensait qu'ils apprenaient simplement à devenir de meilleurs criminels. La police était à 3 minutes. Mais Carlos pressentait que les 180 secondes suivantes détermineraient si une petite fille grandirait en sécurité auprès de sa grand-mère ou passerait le reste de sa vie à se demander pourquoi personne n'avait eu le courage de l'aider au moment le plus crucial. Plus important encore, cela déterminerait si 4 ex-détenus prouveraient que la rédemption était réelle ou confirmeraient tous les préjugés de leur communauté à leur égard. Le talkie-walkie de Vincent crépita, et la voix de Miguel, parfaitement masquée par la nervosité du guetteur, résonna clairement et avec urgence. « Monsieur Vincent, on a des problèmes. » Miguel, maintenant, chuchota Carlos, tandis que Vincent brandissait sa batte vers la tête de Clara. Soudain, le talkie-walkie de Vincent crépita avec la voix de Miguel, imitant parfaitement le ton du guetteur. « Patron, des flics partout. Ils ont arrêté Tony et Marco. Sortez. »
Vincent tourna brusquement la tête vers sa radio. Quoi? Comment? Mais Carlos franchissait déjà la porte de derrière, guidé par ses années de débrouillardise. Tandis que l'équipe de Vincent paniquait à cause de la fausse descente de police, Carlos se glissa derrière le canapé où Clara se cachait. « Madame Clara, tout va bien. On est là pour vous aider, » chuchota-t-il. Où Danny a-t-il caché les preuves? Clara écarquilla les yeux sous le choc. Comment as-tu su pour? Parce que les hommes comme Vincent laissent toujours des détails, et les petits malins comme Danny ont toujours une assurance, dit Carlos en l'aidant à se relever. La couverture. Pas vrai? La clé est dans la couverture. Pendant ce temps, Vincent hurlait dans sa radio. Où sont les renforts? Je croyais que tu avais dit qu'on avait 20 minutes. La voix de Roberto résonna dans l'appareil, déguisé en centrale. Toutes les unités sont compromises. Vincent Torino, vous avez des mandats fédéraux. Rendez-vous immédiatement. Le visage de Vincent se vida. Fédéraux? Comment savent-ils mon? C'est alors que Carlos entra dans le salon, tenant une petite clé en métal et un smartphone avec un enregistrement vidéo en cours. Parce que Danny Rodriguez était plus intelligent que vous tous réunis. Vincent se retourna, batte de baseball toujours à la main. Mais qui es-tu? Quelqu'un qui sait exactement ce que tu es, dit Carlos calmement. Voyez, Danny ne vous devait pas seulement de l'argent, il rassemblait des preuves. Des photos de vos opérations de drogue, des conversations enregistrées, des relevés financiers. Tout est dans le coffre-fort 247 de la First National Bank. Les deux associés de Vincent commencèrent à reculer vers la porte, mais Miguel et Roberto s'étaient déjà postés dehors. L'arrogance de l'homme aux dents en or craquait comme de la glace sous la pression. Vous bluffez. Un ancien tôlard, garagiste, ne sait pas. Vincent Michael Torino, né le 15 mars 1978. 3 arrestations, aucune condamnation car les témoins disparaissent sans cesse, interrompit Carlos en lisant les informations sur son téléphone. Mais Danny a tout enregistré, y compris vos aveux concernant le meurtre de la famille Morrison en 2019. Le visage de Vincent devint blanc. L'affaire Morrison était classée depuis des années, mais s'il y avait des preuves. Le FBI a déjà été contacté, poursuivit Carlos en montrant l'écran de son téléphone. Le plus drôle avec les ex-détenus, c'est qu'on sait exactement qui appeler quand on trouve des preuves de crimes réels. Le bruit des sirènes de police se rapprochait, et Vincent réalisa que sa radio était devenue muette. Ces renforts n'arrivaient pas, car Miguel avait brouillé leur fréquence et leur avait envoyé de faux ordres de retraite. Ces guetteurs avaient fui, pensant que les agents fédéraux se rapprochaient. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait », gronda Vincent en levant sa batte. « En fait, si, » dit Carlos en s'avançant d'un pas protecteur devant Clara. « Je rends sa grand-mère à une petite fille et je t'envoie là où tu ne pourras plus faire de mal à aucune famille. » Alors que les voitures de police encerclaient la maison, Vincent laissa tomber sa batte et vit toute son organisation s'effondrer autour de lui. Il ne s'agissait pas de simples ex-détenus, mais d'hommes qui avaient appris à utiliser leurs connaissances durement acquises du monde criminel pour protéger plutôt que pour exploiter. Le plus dangereux chez les anciens détenus n'était pas leur passé, mais leur capacité à transformer tout ce qu'ils avaient appris dans l'obscurité en lumière. Vincent Torino était sur le point de découvrir que certaines dettes ne peuvent être payées que par la justice. 3 mois plus tard, Carlos se tenait devant le garage Second Chance Auto-Repair, regardant Anna aider sa grand-mère Clara à entretenir le petit jardin fleuri qu'elles avaient planté devant le magasin. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur la devanture fraîchement repeinte, où une nouvelle enseigne indiquait « Second Chance Auto-Repair, travail honnête, personnel honnête ». La transformation avait été plus profonde qu'on n'aurait pu l'imaginer. L'enquête du FBI sur l'opération de Vincent Torino avait mis au jour un réseau criminel s'étendant sur 4 États. Trafic de drogue, extorsion, blanchiment d'argent et 3 meurtres non élucidés datant de 5 ans. Vincent lui-même purgeait désormais une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle à l'ADX Florence, la même prison de haute sécurité où les criminels les plus dangereux d'Amérique passaient leur journée en isolement. Toute son organisation s'était effondrée comme un château de cartes lorsque les preuves de Danny avaient été révélées. « Merci encore pour tout », dit Clara en s'approchant de Carlos avec une assiette de cookies aux pépites de chocolat maison, la même recette qu'elle préparait pour Anna depuis que la fillette avait 3 ans. L'argent de l'assurance de Danny est finalement arrivé une fois la vérité sur sa mort révélée. Il n'a pas fait d'overdose comme il le prétendait. Ils l'ont assassiné lorsqu'il a menacé de révéler toute leur opération. Carlos hocha la tête solennellement, acceptant les cookies chauds. Le coffre contenait non seulement des preuves, mais aussi les aveux détaillés de Danny selon lesquels il tentait désespérément d'échapper à l'organisation de Vincent et de protéger sa famille. Sa mort n'avait été ni un accident ni une overdose. Il s'agissait d'une exécution calculée déguisée en décès liés à la drogue.
Le coroner avait été payé, le rapport de police falsifié, et une famille endeuillée avait été laissée à croire que leur fils avait choisi la drogue plutôt que la vie. Madame Peterson, la même voisine qui les avait traités de criminels et de fauteurs de troubles quelques mois plus tôt, s'approcha avec son mari, une tarte aux pommes fraîchement préparée. Carlos, Miguel, Roberto, John, nous tenions à nous excuser pour vous avoir jugé si mal. Tout le quartier sait ce qui s'est passé ce jour-là, et nous avons honte de la façon dont nous vous avons traité. Nous recommandons votre atelier à toutes nos connaissances, ajouta son mari avec sérieux. Un travail honnête, réalisé par des hommes honnêtes, c'est devenu rare de nos jours. Vous êtes intègre, et cela signifie tout pour nous maintenant. La transformation avait été remarquable et rapide. Second Chance Auto-Repair avait désormais une liste d'attente de 3 semaines, et les clients venaient de 3 comtés différents spécialement pour soutenir les héros qui ont démantelé la famille Torino. Les entreprises locales ont commencé à recruter activement d'anciens détenus, inspirés par ce qu'elles avaient vu. Le maire avait même proposé un programme d'emploi de la seconde chance à l'échelle de la ville, en utilisant leur atelier comme modèle. Miguel s'était inscrit à l'université pour étudier l'électronique et les systèmes informatiques avancés, utilisant les compétences que Tommy, sur écoute, Rodriguez, avait enseignées à Carlos pendant leurs années de cellules partagées, un savoir-faire que Carlos avait transmis à ses frères. Roberto entraînait désormais une équipe de baseball de petite ligue 3 soirs par semaine, enseignant aux enfants que la discipline et le travail d'équipe pouvaient être plus efficaces que la colère et la violence. John avait lancé un programme de mentorat pour adolescents en difficulté, visitant les lycées locaux pour partager son histoire de transformation et de seconde chance. L'inspectrice Sarah Martinez, qui avait géré l'arrestation de Vincent et qui avait d'abord été sceptique quant à l'idée que d'anciens détenus fassent justice eux-mêmes, passait désormais chaque semaine pour prendre un café et prendre des nouvelles. Vous savez, en 20 ans de service, je n'ai jamais rien vu de tel que ce que vous 4 avez accompli, dit-elle, assise sur le porche du magasin. Des ex-détenus qui s'attaquent au crime organisé avec intelligence et stratégie plutôt que par la violence et la vengeance. Vous avez complètement changé la façon dont notre service envisage la réinsertion et les partenariats communautaires. L'effet d'entraînement s'était propagé bien au-delà de leur quartier. Le système pénitentiaire de l'État les avait invités à intervenir dans des programmes de réinsertion. Une équipe de tournage avait filmé leur histoire pour une série Netflix sur la réinsertion réussie. 3 autres villes avaient contacté Carlos pour savoir comment reproduire leur modèle d'entrepreneuriat et d'engagement communautaire pour les anciens détenus. Anna courut vers Carlos, un nouveau dessin au crayon à la main. Celui-ci représentait 4 hommes en uniforme de travail debout devant un garage, avec une petite fille et une femme âgée souriant à proximité, entourés d'autres familles du quartier se tenant la main. « C'est nous tous maintenant », annonça-t-elle fièrement, son sourire édenté plus éclatant que le soleil matinal. « Grand-mère Clara dit que vous n'êtes pas seulement nos anges gardiens, vous êtes les anges gardiens de tout le quartier. » Carlos s'agenouilla à la hauteur d'Anna, ses mains burinées examinant doucement son œuvre. Sa voix était douce, mais imprégnée d'une sagesse durement acquise. « Non, ma chérie. Nous sommes juste des gens qui ont appris que tout le monde mérite une seconde chance, y compris nous-mêmes. Mais plus important encore, nous avons appris que les secondes chances ne sont précieuses que si on les utilise pour aider d'autres personnes à avoir leur première vraie chance de sécurité et de bonheur. » Clara entoura sa petite fille de son bras, les larmes aux yeux. « Danny serait si fière, » murmura-t-elle. Son sacrifice n'était pas anodin, après tout. Ces preuves n'ont pas seulement envoyé des hommes mauvais en prison, elles ont montré aux hommes bons comment devenir des héros. Alors que le soleil se couchait derrière la boutique, Carlos observa ses partenaires. Miguel rangeant les outils avec une précision méthodique, Roberto apprenant à un enfant du quartier à vérifier la pression des pneus, John mettant à jour leur agenda d'une écriture régulière et soignée. Ces hommes, devenus ses frères par leur lutte commune, leur rédemption commune et leur objectif commun, avaient découvert quelque chose qu'aucun conseiller pénitentiaire ni agent de probation n'avait jamais pu leur enseigner. Ils avaient appris que la meilleure vengeance contre une société qui attendait de l'échec était simplement de refuser d'échouer et d'utiliser tout ce qu'ils avaient appris dans l'obscurité pour apporter la lumière aux autres. Vincent Torino avait tenté de détruire une famille innocente, mais s'était détruit lui-même en sous-estimant 4 hommes qui avaient appris que la vraie force ne réside pas dans l'intimidation, la manipulation ou la violence. Il s'agit de se lever quand il le faut, même si le prix à payer peut être tout ce qu'on a travaillé pour reconstruire. Carlos glissa le dessin d'Anna dans la poche de sa chemise, juste à côté du premier qu'elle lui avait offert 3 mois plus tôt. « Ce dessin m'accompagnera partout, » dit-il doucement, sa voix emplie de la confiance tranquille d'un homme qui avait enfin trouvé sa voie. La plus grande justice ne consiste pas à punir ceux qui ont commis des erreurs, mais à leur donner la chance de prouver que l'on peut changer, grandir et devenir les héros dont leur communauté a désespérément besoin. Et parfois, les personnes les plus brisées deviennent les plus fortes protectrices, car elles comprennent parfaitement ce que l'on ressent lorsqu'on a besoin d'être sauvé.
Si cette histoire de seconde chance, de transformation et du pouvoir de choisir le courage plutôt que la peur vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la avec ceux qui croient en la rédemption. Car parfois, ceux que la société a abandonnés sont précisément ceux qui refusent d'abandonner la société.